Bonjour, ici Cathy Bellé pour vos nouvelles d'ici. En cette fin de novembre, les grands titres. Prospérité et charité pour la Guignolée 2015. Un documentaire pour se soutenir lors du dernier passage en fin de vie. Piaf nous a rendu visite malgré le ciel ombragé de Paris. Une première manifestation de solidarité envers les Français s'est déroulée dans la baie. Nos nouvelles locales ont décidément une couleur internationale. Une vigile pour la paix, une garde bienfaisante, a été initiée par le mouvement Justice sociale de la baie des Chaleurs. D'abord brisée par les attentats, la peur, la haine, une voix française s'est élevée dans le soir de Maria, puis s'est mariée au chant d'espoir tenu par les résidents de la baie. C'est au Resto du Français, comme on dit dans le village, au bout de ligne à Maria, qu'a lieu, 3 jours après les attentats de Paris, une manifestation de solidarité. Ému, le Québécois d'adoption depuis près de 35 ans s'est retrouvé entouré d'une foule d'amis et de concitoyens attentifs au drame en cours. Est-ce que tu es surpris par ce qui se passe chez vous en France? Non, je ne suis pas surpris du tout. Est-ce que c'était à prévoir? C'était à prévoir. Et c'est pas fini. Il faut rester sur nos gardes. Moi, quand je vois des tragédies comme ça, on l'a fait pour le lac Mégantic, on l'a fait pour l'île Verte, ça me bouleverse. Et je dis à mes compagnes, il faut faire quelque chose pour rassembler la population, parce que je trouve que dans ces moments-là, que les gens se retrouvent, vivent la fraternité. J'ai émis cette idée-là. Puis les gens ils ont dit, bien, c'est vite, mais on est capable de le faire. Alors, une s'est mise sur sa tablette. On a composé le mot, Facebook. J'ai communiqué avec Alain. J'avais déjà communiqué avec Alain parce qu'on est voisins. On dit qu'il y a autant de gens qui sont extrémistes ici qu'il y en aurait le même pourcentage en France, pourtant. Pas autant, mais il y en a beaucoup. Et puis ces gens-là, c'est même pas de la religion, c'est même pas des religieux. Parce que la religion musulmane, la connaissant, elle n'est pas pour les tueries, pour la barbarie. Ces gens-là font tout à côté. C'est le mot, sont des extrémistes. Il y a des extrémistes dans toutes les religions, mais les extrémistes musulmans sont terrifiants. Ici au Québec, on trouve tout le monde gentil, tout le monde Tout le monde est honnête. beau, tout le monde est gentil. Et c'est ça, certains Européens n'ont pas la langue dans leur poche, n'ont pas peur de nommer des bouts d'histoire qu'on ne connaît pas ici, finalement. Il suffit de s'informer. Le gros du problème, ce sont les médias. Les médias ne vont pas chercher à fond, sont au courant de tout, mais ne disent pas tout. Voilà. En France, on a des journaux comme Libération, qui foncent dans le tas, qui parlent des vraies affaires. Ici au Québec, au Canada, aux États-Unis, on ne parle pas des vraies affaires. Marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Vive la France! Est-ce que vous croyez que des frappes massives dans des endroits cernés des endroits ciblés par certains gouvernements vont avoir un impact? Ça va avoir un impact, ça va les refroidir, parce que déjà, sur certains médias européens, on sait qu'il y en a beaucoup de djihadistes qui fuient, qu'ils en ont peur, qui s'échappent. Mais le problème est que ça grandit, ça vient du Pakistan, ça vient d'ailleurs, ça vient d'Iran, ça vient de partout. Donc il faut montrer, éradiquer la poche djihadiste qu'il y a là-bas, et ensuite envoyer la troupe, envoyer les troupes, qu'ils arrêtent de dire « Ah, ben les Russes font ci, les Américains font ça, les Français font ça », qu'ils se regroupent entre eux avec un gouvernement général sur place. Il faut envoyer des bérets rouges, il faut envoyer de la coloniale, il faut envoyer de la Légion étrangère, des gars qui vont se battre. Est-ce que vous croyez que la guerre va se généraliser? Elle va se généraliser. Si on ne fait rien, oui. Et ça va en grandissant, ça va mettre la colère dans le public, dans le civil. Et le problème encore, je m'excuse de le dire pour ceux qui prônent l'extrême droite, le problème en France actuelle va faire grimper le Front National, encore plus. Et là, les problèmes vont être encore plus graves. Parce que les gens vont descendre dans la rue, ils vont se battre entre eux. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère.
Alors, c'est comme ça qu'une a pris la marche d'envoyer des messages sur Facebook, puis un autre a dit, moi, je communique avec la radio, la TV et les gens qui pourront être là. Alors, c'est comme ça une initiative qui a jailli de mon cœur, mais que, dans le fond, qui a pris le cœur de bien des personnes. Être en solidarité avec nos frères et sœurs, c'est ça. Et c'est pas dans nos églises, souvent, qu'on retrouve ce monde-là. On fait ça sur le terrain, face au resto à Alain. Du français. Oui, du français. Et c'est ça, aller vers nos frères et sœurs. Et quand on a fait Lac-Mégantic et l'île verte, et là, les réfugiés, on a eu des demandes, allez-vous faire quelque chose pour les réfugiés? On a dit oui. On a préparé, mais on ne l'a pas fait parce qu'il y a eu un imprévu. Préparé pour sensibiliser la population. Et là, l'événement de Paris est arrivé. Alors là, j'ai dit non, là, ça passe pas. Là, on fait quelque chose pour la population de Paris et pour Alain et les autres Français qui sont dans la région. Là. De la sagesse, ici-bas, c'est le prix. Souhaitons-nous paix et courage aussi, car les combats font rage en Orient et débordent de plus en plus dans nos sociétés. Sous le ciel de Paris s'envolent des cris, des hurlements, de l'indignation et un petit oiseau blessé adoré de par le monde. Piaf a su mettre un baume sur les blessures, le temps de chassé-croisé avec le public de New Richmond vendredi 13 dernier. Vendredi 13 novembre, soir des attentats sur Paris, on se demandait si le ballet-théâtre Piaf serait présenté à New Richmond. L'interprète du rôle principal est française. Piaf s'est présentée malgré les affres et les douleurs engendrées. Dans une interprétation touchante, parfois dans une mise en scène cliché du milieu parisien, la ballerine s'est livrée sur scène sans retenue pour le plaisir de nos cœurs chavirés. Olga Petitot, danseuse étoile de Piaf, tu la personnifies à merveille. C'est la première fois avec eux que tu as un premier rôle titre? Oui, en effet, il y a 3 ans, ma première année, il a chorégraphié ce rôle sur moi. Donc c'était la première fois que je dansais un rôle principal dans cette compagnie. C'est un ballet-théâtre. Est-ce que c'est la première fois qu'on te demande d'interpréter autant? Parce que franchement, on oublie la danseuse. Hein? Tu as une interprétation assez solide du personnage. On est près du théâtre. Est-ce que c'est la première fois que tu risquais autant? Oui, niveau interprétation, c'est la première fois que ça va me chercher aussi loin dans les tripes. On m'a toujours dit que j'étais une bonne interprète, mais je pense que ce rôle-là, ça a fait sortir une autre partie de moi que j'ai découvert et que mon directeur a découvert. Oui. Et on demande souvent aux danseurs d'être très beaux, c'est toujours très fluide. Et en entrée de jeu, on voit la vieille Piaf, le dos courbé. C'est autre chose. Là. On n'essaie pas d'être belle. Là. C'est très performant, là, mais c'est un très beau laisser-aller. Bravo. Merci. En fait, on utilise notre technique, mais à certains niveaux, on oublie la technique puis on rentre dans le caractère. Puis c'est là où on peut jouer le théâtre, interpréter à 100%. Donc la technique est toujours là. Mais comme vous dites, je dois être assez courbée, puis pas très ballétique dans mon haut du corps. Mais c'est le challenge, c'est ça. C'est quand même un personnage qui nous vient de la France. Il y a une scène qui est très nationaliste de la Deuxième Guerre mondiale. Et aujourd'hui, mais ça éclate en France, ça va pas bien. Moi, je me demandais même jusqu'à quel point tu serais capable de danser. Et quand je t'ai vu faire ça, je m'excuse, je suis pleine d'émotions. Je t'ai trouvé très forte. Je ne savais pas si ça aurait lieu pareil. Il doit y avoir Est-ce qu'il y a une fierté supplémentaire de le faire ce soir? Disons que quand on est danseur et interprète, il faut, pardonnez-moi l'expression, mais oublier ce qui se passe pour le public. Mais c'est vrai que dans mon cœur, je dansais pour la France un petit peu, dans mon petit cœur, parce que j'ai appris ça juste avant le spectacle, une demi-heure avant, puis... Mais on n'a pas le temps de se laisser dépasser. Ça va surtout être maintenant qu'il va falloir réaliser tout ce qui se passe en France. Mais c'est vrai que c'était comme un petit honneur de pouvoir danser ça ce soir. Piaf célébrait la vie, l'amour, l'espoir, elle qui avait subi bien des revirements et des deuils. Et tout son univers parisien du spectacle dans un traitement tout en vidéo et en costume d'époque a fait rêver l'espace d'un soir les gens d'ici.
La ville lumière demeure une grande cité. Elle a reçu son lot d'invasions et la barbarie n'a aucune considération pour la culture. Cultivons l'amour et le partage dans ces temps troubles. La guignolée se pointe le bout du nez. Elle collecte les données non périssables et les argents pour remplir des paniers de Noël qui seront distribués chez les plus démunis. C'est le temps des fêtes qui s'en vient, on va vous demander d'être généreux. Préparons-nous à rencontrer la guignolée sur le territoire de Rocher-Percé. Alors, cette année, comme par les années passées, Cathy, c'est en collaboration avec le Carrefour Jeunesse Emploi Option Rocher-Percé, qui, chaque année, le personnel s'investit avec les jeunes aussi à qui ils viennent en aide. Alors, à ce moment-là, ils ont un véhicule qui est commandité par Automobile Ford Monger. À ce moment-là, ils vont se stationner dans des endroits, des commerces pré-ciblés, si on veut, parce qu'on s'est rendu compte avec les années que c'était les commerces où ça fonctionnait le mieux. Ces jeunes-là, ainsi que le personnel, vont aller là avec le véhicule, puis en tout cas, il y a de la musique, puis c'est le fun est pris au bout. Puis les gens qui vont magasiner, bien, à ce moment-là, soit qu'ils laissent de l'argent, ou soit qu'ils laissent des denrées périssables ou non. Le jeudi 26 novembre, c'est toujours de 13h à 20h. Ça va être le marché IGA de Chandler. Puis là, il va y avoir de la publicité là-dessus aussi. Puis ces marchands-là, ils sont très bons pour nous autres aussi. Le mercredi 2 décembre, toujours de 13h à 20h, on va être au Super C à Chandler. Le jeudi 3 décembre, il y a 2 activités. Il y a la tournée des commerces avec la Sûreté du Québec de Pabot. Alors, les agents de la Sûreté du Québec vont avoir 2-3 voitures avec des bénévoles, vont faire tous les commerces. Et là, on va ramasser beaucoup d'argent, ce qui va nous permettre de faire encore plus de paniers. Et en même temps, ce 3 décembre-là, le centre jeunesse aussi va être, le centre jeunesse option emploi va être au marché IGA de Grande-Rivière, toujours de 13h à 20h. Et on va terminer le 10 décembre au marché IGA de Chandler, toujours de 13h à 20h. Alors, il passe, regarde, il arrive ici le soir, là, la voiture est pleine, puis il y a beaucoup d'argent aussi. Alors, c'est des cueillettes extraordinaires. C'est le temps des collectes, des récoltes. La vie se cultive puis se terre. Son aboutissement, loin d'apeurer certains, peut devenir un dernier voyage que l'on prépare avec cœur et soins multiples. Un documentaire sur le sujet produit par Télévague sera lancé au début décembre. Raymond Arsenault est maître d'œuvre du documentaire réalisé par Télévague avec Maryse Mauger et Éric Robert-Joseph. La femme qui a son lot en projet humanitaire s'est attardée cette fois sur un sujet sensible et inévitable, la mort qui met en lumière la vie. Le projet m'est venu suite à la mort de mon père il y a 5 ans. Mon père est décédé dans un état de grande dignité. C'est certain que j'étais touchée, peinée, mais je racontais ça à des amis, puis les gens me racontaient tellement des choses extraordinaires. Je me disais un jour, là, faut que je ramasse ça puis que je fasse quelque chose avec ça. C'est quelque chose à penser, là. Hein? Parce que un jour pour demain, tu as été obligé de laisser la vie pour vivre un autre monde. Mon départ, quand je vais laisser la vie, j'espère que je me serai débarrassée de tout ce qui est matériel. J'ai frôlé la mort. Puis ma vision de la mort, face à la mort, a beaucoup changé. C'est qu'on va laisser des enfants, on va laisser des petits-enfants, OK? Puis c'est ça, dans le fond, qui nous fait terriblement de la peine. Si tu vis bien le moment présent, tu vivras bien ta mort. Lorsque on aborde ce thème-là avec douceur, avec espérance, moi, je pense que ça nous amène à vivre encore plus intensément. J'ai fait 17 entrevues. Les gens ont abordé la mort de la façon dont ils la voient. Plusieurs personnes nous disent qu'au fil des années, au fil de leurs expériences, la mort ne leur fait pas nécessairement peur et de quelle façon aussi qu'ils célèbrent la vie. Ce documentaire-là est vraiment aux couleurs des gens de la baie des Chaleurs et à l'image de leur générosité. Alors, ils ont des choses intéressantes à nous apprendre. Et savez-vous, au début, je me suis dit, on a des choses à dire ici. Alors, c'est certain là, qu'il y a beaucoup de recherches, de livres, d'études exhaustives qui ont déjà été faites sur la mort, mais ça ne nous empêche pas, nous, en tant que Gaspésiens, de dire comment on voit cette étape de vie et comment on se prépare d'une façon sereine
et comment aussi on profite du moment présent. J'ai travaillé particulièrement avec M. André Houle, qui est le narrateur dans le documentaire. Alors, ce monsieur qui demeure à Kaplan présentement m'a accompagné dans la grande majorité des entrevues. Alors, j'ai pu bénéficier aussi de ses conseils judicieux et de suggestions aussi d'entrevues concernant quelques personnes. J'ai essayé d'avoir des gens de différentes catégories d'âge. Les personnes qui ont été sélectionnées, ce n'était pas nécessairement en regard de leur croyance, je dirais en regard de leur expérience de vie. Les gens se situent de nouvelles à New Carlisle. Et j'ai aussi fait une entrevue avec Yves Gontier, qui est un artiste peintre connu dans la région, pour savoir, lui, de quelle façon il célèbre la vie. Puis, il y a aussi l'abbé Clifford Green, qui nous parle du sacrement des malades, alors qu'il vient démystifier ce sacrement. Et on parle aussi des célébrations funéraires. C'est très varié. Et savez-vous, je suis surprise moi-même et je remercie Télévague qui a eu l'ouverture de s'avancer dans un tel sujet. La première du documentaire se fera au Centre communautaire de Maria, dimanche le 6 décembre à 14h. Télévague, comme Télé aux valeurs citoyennes, se doit de soutenir de bonnes causes. Ses membres en sont satisfaits. C'est ce qui a été perçu lors de notre Assemblée générale annuelle. Télévague vient de compléter sa 26e année d'opération. Nous avons poursuivi nos objectifs fixés de l'an dernier, qui sont d'offrir un service de programmation adéquat. Vous savez qu'il y a des argents qui rentrent, mais ces argents servent à produire des émissions, à une programmation régulière. Le conseil d'administration de Télévague, composé de 6 membres élus en Assemblée générale annuelle, 5 rencontres se sont tenues au cours de l'année. Les membres de la collectivité invités à participer à la programmation, nous soumettons des projets d'émission. C'est l'importance des citoyens, c'est très important aussi. On nous a soumis 2 projets d'émission, l'heure des quilles de Chandler, ainsi qu'une série d'émissions spirituelles, un documentaire. Apprivoiser l'idée de la mort pour mieux célébrer la vie a été produit, ainsi que quelques émissions. L'équipe de production, composée de Maryse Mauger, Marc Duguay, Éric Robert-Joseph et Martin Plouffe, a produit plus de 300 émissions au cours de la dernière année. Parmi ces productions, nous avons retrouvé Nouvelles d'ici, une émission d'information d'une durée d'1 demi-heure touchant des dossiers d'actualité, des entrevues réservées aux organismes et des différentes chroniques, soit culturelles, sociales et communautaires. Une programmation diversifiée à laquelle la collectivité a participé. C'est sûr que tous les gens, on essaie d'aller chercher sur tout le territoire des gens qui peuvent nous apporter des idées, des informations ou de l'actualité là, sur tout le territoire entre Kaplan et Chandler. À l'hiver et au printemps, la production s'est intensifiée, des émissions spéciales se sont ajoutées, comme les spectacles de patinage artistique, les secondaires en spectacle, les galas et sans oublier l'émission du temps des fêtes, les fêtes en musique, qui a été sans aucun doute la plus écoutée durant la période des fêtes. Nous poursuivrons notre travail afin de développer notre programmation en tenant compte des intérêts de notre clientèle. Pour bonifier notre programmation, l'application du milieu est indispensable. Autre bon coup, on tente dans la baie d'inculquer la manière de faire, de produire à nos jeunes. Il n'y a pas d'âge pour développer une région? Les écoles se prêtent au jeu de l'entrepreneuriat avec leurs élèves de tout niveau. Le grand défi Bâtir ma région se passe dans 4 MRC et met en scène les jeunes talents de la région. Le concours est né il y a 4 ans. Et l'année dernière, on en a fait un projet pilote là, dans 3 nouvelles MRC, c'est-à-dire Avignon, Bonaventure et Rocher-Percé. Et ça a aussi eu un vif succès là, dans ces 3 nouvelles MRC-là. Donc, c'est pourquoi nous reconduisons le concours cette année. Et un petit plus qui s'ajoute, ce sont les îles de la Madeleine. Donc, on commence à pas mal couvrir l'ensemble du territoire gaspésien cette année. Donc, le
Grand défi Bâtir ma région, en fait, c'est un concours en entrepreneuriat qui s'adresse à tous les élèves en ce qui nous concerne de la commission scolaire René Lévesque, qu'ils soient au primaire, au secondaire, au secteur adulte ou la formation professionnelle. Et on invite les jeunes à réaliser des projets ou des idées d'entreprise en cours d'année scolaire qui vont avoir des impacts positifs sur leur collectivité. C'est quand on parle de vif succès, là, à l'échelle du territoire, là, on parle de 83 projets là, qui ont été menés par nos jeunes là, au travers de la Gaspésie. Donc, c'est plus de 1000 participants qui ont participé au Grand défi Bâtir ma région l'année dernière. Pour ce qui est de Rocher-Percé, nous, on a compté 279 participants dans 21 projets. Et c'est plus de 500 visiteurs qui sont venus visiter nos jeunes lors du Salon des jeunes bâtisseurs. Donc, c'est quand même des belles statistiques dont on est très, très satisfait. On a des défis supplémentaires qui nous attendent cette année. On veut avoir une dizaine d'équipes de plus, puis augmenter la popularité au niveau du Salon des jeunes bâtisseurs. Je pense que ça va être un défi qui va être facilement réalisable. Des projets entrepreneuriaux, il y en a plusieurs dans nos écoles primaires et secondaires. Nous avons même des écoles qui intègrent un volet entrepreneurial à leur projet éducatif. C'est pourquoi nous sommes à même de constater à quel point cette approche favorise la persévérance et la réussite des élèves qui y participent. Bâtir ma région, c'est un beau défi à lancer à nos élèves et on est convaincus que ce projet motivant aidera nos élèves à tenir le cap vers la réussite scolaire. Fait qu'on est très fiers d'être partenaires de ce beau projet. Nous autres, au début de l'année, ils nous ont demandé si on voulait participer au Grand défi Bâtir ma région. Fait qu'on a accepté, puis on s'est mis les filles et les gars ensemble. Puis les filles, ils vont confectionner des savons puis des bombes pour le bain. Puis les garçons, eux autres, vont confectionner des boîtes qu'on va mettre les choses dedans, fait que ça fait plus écologique, fait qu'on peut les réutiliser. Puis tous les profits de ce projet-là vont aller à Opération Enfant Soleil. C'est intéressant de voir des jeunes qui ont du potentiel, puis qui ont des idées, puis qui vraiment, là, ils se prennent en main, puis c'est de développer une autonomie, puis c'est de leur montrer qu'il n'y a pas juste en ville, qu'il y a des choses qu'ils peuvent accroître la richesse, même ici, dans leur MRC. Il y a un appel lancé en novembre qui deviendrait le mois du radon. Mais qu'est-ce que le radon? Le radon, c'est un gaz présent de façon naturelle dans le sol qui peut s'infiltrer dans les bâtiments, les maisons, par des fissures ou des ouvertures dans les fondations et s'accumuler dans les pièces les plus basses. À cause des formations géologiques de son territoire, la Gaspésie est considérée comme une région à fort potentiel d'émissions de radon. Une exposition au radon durant de nombreuses années à des concentrations élevées augmente les risques de cancer du poumon. Selon Santé Canada, près de 16 % des décès par cancer du poumon seraient associés au radon. Tous les propriétaires d'habitation devraient procéder à une mesure à l'aide d'un dosimètre laissé en place, idéalement pour une période de 3 mois, dans une pièce de l'étage le plus bas. On n'y touche pas, on l'installe, ça reste là. On peut se procurer les dosimètres à l'Association pulmonaire du Québec au www.pq.poumon.ca, dans les CAA Québec, dans les quincailleries aussi, mais la petite mesure en plastique vous coûtera moins cher si vous la commandez à l'Association pulmonaire. Consultez le portail Santé du gouvernement du Québec ou de Santé Canada. On rappelle à la population que la période de novembre à avril constitue un bon moment pour mesurer le radon dans sa résidence et par la suite effectuer des correctifs si la concentration dépasse la ligne directrice. Restez avec nous. Après la pause, suivra une entrevue avec Carmita Rodriguez, avec qui, à l'orée de la guerre, on parle immigration d'ici et d'ailleurs. L'Abécédaire, une chronique touchant l'univers du livre, vous sera ensuite présentée. On s'est entretenu avec une femme de Saint-Godefroy qui a décidé d'écrire et s'éditer elle-même. Une deuxième chronique, Portrait de société, vous dévoilera ce que l'apport d'une fondation peut donner à notre système de santé. Ça, c'est ma jambe quand elle avait 3 ans, 4 ans. J'ai 5 ans et 5 jambes.
C'est ma jambe de ski. Vous avez des idées de reportage, des nouvelles exclusives, des grands projets en branle, contactez-nous. Notre communauté veut savoir. Je suis avec Carmita Rodriguez. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette semaine de nous rencontrer parce que tu as quand même fait le tour de certains médias parce que les gens sont curieux. Tu es présidente de l'Association Québec-France régionale Baie des Chaleurs. Dossier Québec-France quand même qui est au goût du jour cette semaine et sûrement pour encore quelques semaines à venir. Oui, l'Association Québec-France, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une association qui facilite les échanges entre les communautés québécoises et les communautés francophones. Donc, c'est sûr que cette semaine, on est en plein dedans. C'est une association qui, malheureusement, aujourd'hui, pour son action est limitée parce que depuis avril, toutes nos subventions nous ont été coupées comme ça en l'espace d'une semaine. On était subventionnés par le gouvernement français et par le gouvernement québécois également. Et les deux se sont retirés en même temps? Les deux se sont retirés en même temps. Donc, on avait un bureau à la Maison Fournel à Québec. On a été obligé de laisser notre bureau, de mettre à pied nos employés. Et finalement, ce sont maintenant les régionales qui essayent de se débrouiller avec leurs bénévoles pour pouvoir être encore vivants. Parce que quand même, c'est une association qui a sa raison d'être, parce qu'il y a quand même beaucoup de Français au Québec. À Montréal, on les voit beaucoup aussi. Et au niveau de l'immigration, c'est assez facile pour un Français de rentrer au pays parce qu'il y a beaucoup d'échanges de marché, beaucoup d'échanges de protocoles, tout ça. Alors, c'est plus facile pour un Français que beaucoup d'autres. Oui, et aussi parce que la situation économique en France n'est pas bonne, n'est pas optimiste. Donc, que ce soit des jeunes familles, que ce soit des gens un peu moins jeunes, on voit le Québec comme étant le prolongement puis la sortie pour des gens qui sont au chômage, qui ont de la difficulté à trouver du travail, etc. Mais c'est quelque part un peu un piège, parce qu'on se dit, oui, Québécois, Français, c'est la même chose. C'est pas tout à fait la même chose. Nous parlons la même langue, nous avons un passé commun, on va dire, mais il y a beaucoup de différences. Et justement, dans l'association Québec-France, on essaye de montrer, enfin de transmettre par différentes activités aux Québécois ce qu'est la culture française. Et il y a le pendant en France où l'association France-Québec montre aux Français ce qu'est la culture québécoise. Et moi, j'ai été étonnée parce que quand je suis arrivée moi-même ici en 2002, je pensais Québécois, Français, c'était la même chose. C'est loin d'être la même chose. Les Québécois vivent dans un continent nord-américain. Ça change beaucoup les choses. Nous venons du vieux monde. Les Français viennent du vieux monde. Et ça crée des différences. Certains Français retournent en France parce qu'ils n'arrivent pas à s'adapter. On dit souvent c'est à cause du climat, peut-être, mais pas seulement. D'autres restent et sont très contents de rester, mais il y a comme une sorte d'apprentissage à faire. Mais je crois aussi que l'Amérique du Nord, c'est encore le nouveau monde. On est plus jeune au niveau culturel, au niveau de la société, et on le voit justement avec les problèmes actuels. Pourquoi il y a des problèmes avec certaines nationalités en France qu'on ne retrouve pas ici. On en a eu peur un peu l'année passée. On a parlé du voile, on a parlé de quelques lois qu'il faudrait établir au Québec, mais ça n'a rien à voir comparé à une peur et peut-être même une haine qu'on retrouve dans certaines régions de la France là, qui ont peur des musulmans, qui ont peur oui, ça ne veut pas dire que les Français sont plus racistes que les Québécois, mais ça veut dire que l'itinéraire de l'immigration maghrébine, on va dire, puisque c'est de cela qu'on vise, mais ça pourrait être aussi l'immigration africaine, d'Afrique noire, est une immigration qui existe depuis plus longtemps, avec beaucoup plus finalement d'immigrés, et dans un espace qui est réduit.
Et elle a changé, parce qu'il y a eu une immigration massive en France, ça a changé le portrait des grandes villes. Oui. Et c'est de ça que certains Français plus radicaux vont souffrir. Et parce qu'on se demande pourquoi ça l'a sauté à Paris. Pourquoi sur Paris? Pourquoi sur Paris avant Montréal? Mais bon, c'est un peu ridicule parce qu'on voit que c'est complètement peut-être différent comme berceau de population, là. Mais quand même, ils sont là depuis longtemps et ça saute chez eux finalement pour ces nouvelles populations-là. Moi, je pourrais vous donner un peu le témoignage de mon propre itinéraire qui est vraiment très amoindri par rapport à une immigration musulmane, puisque moi je suis d'origine portugaise, donc religion catholique, pays européen, donc tous ces facteurs-là font que le décalage, il est amoindri, hein, il n'est pas aussi grand. Mais dans les années 60, quand mes parents ont décidé de quitter le Portugal pour des raisons politiques essentiellement, et de s'installer en France. Moi, j'avais 10 ans à l'époque, puis j'ai vu toutes les difficultés qu'il y a eu pour s'installer en France. À l'époque, pas pour trouver du travail. Mes parents, le 2e jour et le 3e jour, ils avaient déjà un travail. Mais on n'a jamais été vraiment accompagnés. C'est-à-dire que des Portugais étaient aidés par des Portugais qui étaient là. Et ça pose des vrais problèmes quand il n'y a pas un encadrement. L'Allemagne, par exemple, si mes parents avaient choisi l'Allemagne pour immigrer, on n'aurait pas pu s'installer, en tout cas y aller de façon aussi rapide. Parce que le gouvernement allemand, il fallait trouver un travail, il fallait un cadre contractuel avec le migrant qui arrivait et donc un accompagnement. Pour les Maghrébins, les Asiatiques, des gens qui viennent vraiment d'une autre culture, c'est la même chose, ils n'ont jamais été accompagnés. Donc comment peuvent-ils faire quand ils arrivent en France? Ils s'entraident entre eux, puis on est vite dans le ghetto. Parce qu'en fait, on s'enferme dans une communauté au lieu de s'ouvrir vers les Français. Les jeunes qu'on dit français parce qu'ils sont nés en France, qui aujourd'hui sont pointés du doigt avec les événements de vendredi soir, oui, ce sont des Français juridiquement parlant, mais est-ce qu'ils se sentent vraiment français? Je ne suis pas sûre. Ben, c'est ça, c'est impressionnant de faire sauter son quartier. Alors, la question se pose, on parle beaucoup d'émotions, on parle beaucoup de sentiments dans ce dossier-là. Et le Québécois moyen connaît un peu de politique, mais on ne connaît pas ces vieilles rancœurs qui se sont accumulées, les sociétés qui se sont divisées au sein même de la France. On n'a pas vu ça, on a entendu parler. Et ce qui est à craindre, c'est que les Québécois commencent à avoir peur aussi. On l'a vu avec les lois qu'on a essayé de faire, ici même au Canada. Et là, on veut faire rentrer plusieurs immigrants syriens et les Québécois vont avoir peur. Comment qu'on va faire pour gérer ces émotions-là qui sont différentes? Il faut passer par l'instruction, il faut éviter de tomber dans les ghettos, mais comme les structures sociales ne sont pas encore faites pour les recevoir, c'est quoi les moyens actuels qu'il faudrait prendre? Rêvons un peu, quels moyens pourrons-nous prendre? C'est vrai qu'il y a une controverse actuellement, hein, surtout depuis les attentats à Paris. Il y a des Québécois qui pensent que 25 000 immigrés, c'est trop, qu'il faut... Certains disent qu'il ne faut pas qu'ils viennent, d'autres ils disent oui mais moins, d'autres disent oui mais sur plus de temps. Bon, c'est sûr que, comme dans toute chose, il y a un côté positif et un côté négatif. Le côté négatif, c'est qu'il faut être prudent, évidemment. C'est-à-dire que quand on fait entrer sur son propre territoire des gens, d'abord, il faut savoir vraiment qui ils sont, d'où ils viennent, pourquoi, etc. Chose qui est à peu près impossible quand tu sors d'un pays en état de guerre. Oui et non, parce que moi, je pense que puis ça, c'est le gouvernement canadien qui le fait, c'est pas le gouvernement québécois. En tout cas, moi, dans mon processus d'immigrer, pour obtenir le statut de résidente permanente, j'ai d'abord été sélectionnée par le Québec parce que je voulais m'installer au Québec. Et une fois que j'ai été sélectionnée par le gouvernement québécois,
Le gouvernement fédéral fait toutes les enquêtes possibles, imaginables pour savoir si j'ai déjà été meurtrière, si mes impôts c'est correct, enfin bon, l'ensemble des torts possibles. Oui, des enquêtes possibles, y compris médicales. Donc moi, je pense que ça est encore possible et que le gouvernement fédéral, il a les moyens de savoir ça. Mais ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire que quand l'immigré est sur le sol québécois, puis pour le Québec, ce n'est pas 25 000, je crois que c'est 6 000 qui sont 6 000 personnes, c'est quand même pas énorme pour faire les enquêtes, etc. Mais ce n'est pas le Québec qui va faire ces enquêtes, c'est non, le Canada. c'est le Canada. Mais une fois qu'il est là, il faut des outils. Il faut des outils pour amener à une intégration. Ce n'est pas le tout d'accueillir. Il faut accueillir, ça veut dire bonjour, pouvoir ouvrir les bras, puis et créer comme une relation interchangeable. Mais comment réussir alors que d'autres pays sont complètement plantés? C'est quoi les suggestions? Moi, je pense que le facteur d'intégration est le travail. Un immigré, il arrive à s'intégrer dans une société nouvelle s'il est dans un réseau professionnel. Donc, si on accueille des gens pour qu'ils soient chômeurs, je vais vous dire tout de suite, ils auront beaucoup de difficultés à s'intégrer. C'est normal, leur famille n'est pas là. Moi-même, j'ai vécu ça, mes parents aussi. Quand on est arrivé en France, ce sont nos collègues de travail qui sont devenus notre nouvelle famille. Est-ce que c'est la raison pourquoi le gouvernement québécois aurait choisi 10 municipalités pour les recevoir qui sont près des grandes villes? Probablement, parce que moi, je trouve que la Gaspésie serait un bel endroit pour accueillir, mais c'est moi, dans mon opinion personnelle, là, un peu en train de rêver, parce qu'il y a un grand territoire, parce que nous manquons de gens, parce que... Mais comme on ne veut pas développer le potentiel de travail de la Gaspésie, on n'enverra pas de futurs travailleurs C'est ici. ça. Et je trouve ça dommage, parce que moi, j'ai fait le choix de venir vivre à Passepébiac. J'ai choisi Passepébiac. J'aime ce village, mais en même temps, une fois que j'étais là, je me suis rendu compte à quel point c'est difficile de trouver du travail et puis de continuer finalement à s'épanouir dans la vie, professionnellement parlant. Moi, je n'ai pas eu de problème pour m'intégrer parce que je suis rentrée dans des chorales, puis ça, c'est un extraordinaire levier d'intégration. Je me suis impliquée dans beaucoup de choses, mais professionnellement parlant, ça n'a pas été très, très facile. Encore aujourd'hui, ce n'est pas facile. Or, pour des gens qui n'ont pas l'habitude de s'impliquer, parce que je me suis impliquée aussi, je parle français, mais pour des gens qui ne parlent pas notre langue, c'est plus difficile de s'impliquer. Et ce qu'ils veulent, c'est trouver du travail et puis devenir des gens debout. Sans argent, on n'est pas un être humain debout. Et de demander des structures pour les recevoir, de dire à ces gens-là qui débarquent d'apprendre notre langue, d'ouvrir, d'ouvrir sur un nouveau réseau, d'autres cultures. Ça prend de l'argent. Oui, mais c'était pas de ça que je voulais parler. Je voulais parler, nous, en tant que citoyens, est-ce qu'on a une mission d'aller vers eux? Qu'est-ce qu'on peut offrir à ces gens-là qui vont venir nous rejoindre? Généralement, c'est celui qui arrive qui doit faire le premier pas, puis c'est toujours comme ça. Oui. Mais c'est sûr que nous, c'est d'apprendre à les connaître, d'apprendre la différence. Et puis ça, c'est pas évident, c'est pas inné, c'est pas naturel. Surtout pour des municipalités qui n'ont pas eu l'habitude d'avoir des étrangers. Alors, le fait d'apprendre une culture, de se renseigner pour la personne qui arrive, les instances devraient faire attention aussi de nous donner ces nouvelles-là, de nous mettre en contact, de créer des événements pour qu'on apprenne à les connaître. Exactement. Quand j'étais en France, et j'avais 20 et quelques années, j'ai donné des cours sur le phénomène migratoire, puis nous allions donner des formations à des Français qui devaient être en contact avec des immigrés en permanence, soit par leur travail, soit par... et pour leur expliquer que même si on connaît la langue, un mot n'a pas la même signification dans une culture et dans une autre. Si jamais il y avait des immigrés qui venaient ici, il faudrait faire ce travail-là aussi. Ouais. C'est un gros travail, mais je peux vous dire que c'est aussi un bel enrichissement pour les deux cultures.
Moi, je trouve que faire l'expérience de partir quelque part et de s'y intégrer, c'est un extraordinaire enrichissement, c'est un beau voyage. Moi, aujourd'hui, j'ai des amis ici en Gaspésie, dans la baie des Chaleurs, qui, pendant l'hiver, s'en vont dans le sud. Et puis, à chaque fois, ils me disaient, veux-tu voyager? Moi, je dis, moi, mon voyage, c'est de rester ici. C'est un superbe voyage. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis venue au Québec. Que mes enfants viennent pour vivre la même expérience que moi, j'ai vécue à l'âge de 10 ans. Je n'aurais pas changé mon parcours. C'est difficile. J'étais une petite fille de 10 ans, j'ai été obligée d'aller vivre dans un internat pendant quelques mois parce que c'était la crise du logement à l'époque en France. Il y avait les Français qui rentraient d'Algérie, donc il y avait une crise du logement. Mais nous, on en sort de cette crise à peine à Montréal. Je ne suis même pas sûre qu'on peut dire qu'ils sont sortis de la crise du logement, c'est fou. Et donc, ça a été difficile, mais qu'est-ce que ça a été un bel apprentissage. Et donc, mes enfants, ma fille avait 17 ans, mon fils 14 ans, quand j'ai pris la décision de venir au Québec. Puis je suis venue au Québec parce que c'était aussi un autre continent. Et que je voulais qu'ils soient confrontés à des références différentes, à des approches de la vie différentes. Alors, oui, la langue était la même, donc au niveau de leurs études, c'était un obstacle de moins. Celui que moi j'ai vécu, c'était différent parce que je ne parlais pas du tout le français quand je suis arrivée en France. Mais c'est une ouverture. Un être humain ne peut pas vivre aujourd'hui, enfin en tout cas c'est ma conviction personnelle, ne peut pas vivre dans un monde sans savoir qu'ailleurs, on mange différemment, on pense différemment et on prend des décisions et des priorités différentes. Toi, tu as choisi de déménager. Un réfugié ne choisit pas nécessairement sa terre d'accueil, je crois. C'est sûr, c'est une grosse différence. Oui. Je ne sais pas trop comment ça se fait dans la pratique. Est-ce que tu es au courant de ça? Ben, moi, c'est vrai qu'il n'a pas choisi, mais en même temps, il est dans une telle situation d'urgence qu'il ne peut que voir de façon bienveillante la terre qui va pouvoir l'accueillir. On ne parle pas évidemment de ceux qui se sont infiltrés, on parle des vrais réfugiés, des vrais exilés. C'est évident que leur situation est tellement urgente, c'est la vie ou la mort, qu'on ne peut pas mal voir un pays qui vous accueille parce qu'il vous permet de vivre. Sans lui, vous êtes mort. Oui, puis ça va leur prendre beaucoup de force aussi pour changer de pays, s'adapter et tout ça. C'est quelque chose. Oui, mais je t'invite à faire un voyage comme ça, à partir de l'autre côté. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. C'est moi qui te remercie. Ça m'a fait très plaisir de venir prendre un chai latte ici avec toi. Et on se souhaite de meilleurs dénouements parce que ni toi ni moi, je crois, sommes pour les attaques féroces. Non, c'est vrai que moi, je ne suis pas contre les mesures répressives qu'actuellement le gouvernement français prend, mais à mon avis, elles ne sont pas adaptées et elles doivent être complétées par d'autres mesures. Des mesures d'éducation, de voir pourquoi ces jeunes-là, ils sont laissés en marge de la société française. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'ils aient de nouveaux espoirs dans la société française et qu'ils ne se laissent pas embarquer dans des pièges finalement très, très primaires. Oui. Et notamment à travers les réseaux sociaux. Il faut apprendre, comme eux l'ont appris, à travailler avec nos réseaux sociaux. Mais les nôtres sombrent déjà dans ces réseaux-là. Alors, il faut être éveillé, il va falloir faire attention à nos enfants, à ceux des autres aussi. Et c'est ça, le moyen de faire la guerre et d'endoctriner des jeunes se passe partout. Oui, mais l'utilisation que nous en faisons, on n'a peut-être pas l'expérience d'endoctrinement parce que même si ici on est un pays... c'est un monde récent, pas comme le vieux monde. Ici, on n'a pas tellement connu l'endoctrinement. Moi, par exemple, j'ai vécu dans un pays fasciste. Il paraît qu'il y avait un monsieur qui s'appelait Duplessis ici avant, qui a endoctriné beaucoup de personnes. Mais moi, lui, je ne l'ai pas connu, je n'étais pas ici. Ouais. Mais je ne pense pas que ce soit comme un pays fasciste.
Je pense pas que ce soit non plus comme... non, mais la religion catholique a fait ses ravages. Oui, au Portugal aussi. Oui. OK. Bien, sur ça, merci. À très bientôt. Oui, au plaisir. Au revoir. Je suis avec Josée Brousseau, qui en est à son premier roman, qui a été édité quand? Il y a à peine quelques mois, au mois de juin dernier. Tu as pris à peu près 4 ans pour sortir ton premier livre? Environ, oui, 4 ans, puisque j'écrivais puis j'étudiais en même temps. J'ai acheté des livres pour apprendre à écrire, puis ensuite j'ai acheté d'autres livres pour apprendre à éditer mon livre moi-même. OK. Celui-là, comment écrire son premier roman, c'est que c'est très détaillé, puis c'est un auteur qui l'a écrit justement selon ses expériences à lui. Puis à ce moment-là, il y a des petits trucs, il y a beaucoup d'exemples sur le vocabulaire, les tournures de phrases. Il va vraiment en profondeur, lui, dans beaucoup de détails qui sont, je crois, essentiels pour apprendre à écrire. Technique d'écriture d'un roman. Exactement, Ah, avec OK. des exercices à faire, puis les petites réponses à la fin, là, j'ai bien aimé. Puis l'autre auteure, elle, pourquoi elle t'a plu? Ce Marie-Lou, oui, Marie-Lou, j'ai adoré ce livre-là aussi. Je l'ai même rencontré, puis mon livre est dédicacé. Donc, c'est Marie-Lou aussi, je l'ai rencontrée en personne, puis elle a pris le temps de lire un peu le début de mon livre, puis de me conseiller sur des petits trucs aussi, des techniques qui m'ont été très favorables, je crois, parce que dans un livre, tu vas apprendre des choses, mais c'est pas nécessairement... c'est sur le terrain, c'est à la lecture de futurs lecteurs que tu vas comprendre un peu là, qu'est-ce qui serait mieux à améliorer. Moi, j'ai écrit toutes sortes de choses qui n'étaient pas vraiment reliées à l'écriture comme telle d'un roman. Bon, j'entretenais des sites Internet, je concevais des textes pour les sites web. Mais c'était de l'écriture plus technique, plus cartésienne. Puis quand je suis arrivée dans l'écriture romanesque, ça a été un petit peu différent. La dernière version, c'est environ la 12e réécriture que j'ai faite. OK. Parce qu'on dit que écrire, c'est 90 % de travail et 10 % de génie. Alors, tu as donné ton bon 90 %. Du génie, c'est un bien grand mot. Ah ben ça, c'est à nous de juger, par exemple. Je dirais que c'est plus de l'inspiration puis de l'intuition, beaucoup. J'écris par passion, puisque c'est comme ça que ça a commencé. J'ai commencé à écrire pour changer d'air, pour me libérer un peu de mon travail administratif. Okay. Puis, c'est devenu une passion. Premier roman, on parle d'une quête initiatique là, à travers tout ça. Oui, c'est une quête puisque Jennifer a à chercher des manuscrits, des écrits qui ont été préparés par ses propres ancêtres il y a plus de 700 ans. Puis, une fois qu'elle est mise sur la piste, sur un peu de force, hein, parce que là, ça vient un peu brasser sa petite routine quotidienne,
Elle, c'est une jeune universitaire. Son destin semblait tracé, linéaire, fade. Puis là, tout d'un coup, elle se retrouve avec une responsabilité qui risque de changer le destin de l'humanité. Alors, elle part des États-Unis et ça va l'amener en Gaspésie, parce que est-ce qu'en Gaspésie se cachent ses ancêtres? Exactement, oui. OK. Elle a une grand-grand-tante qui est en Gaspésie, puis elle hérite de la maison. On a pris 4 ans pour l'écrire. Dans ta dernière année, est-ce que tu as continué à envoyer des demandes à des éditeurs pour être publié? Non. Fait que c'est vraiment tes premières ébauches que tu as envoyées aux éditeurs, tu as essuyé des refus, alors tu as pris la décision, tu as fait des recherches sur le web, tu as fait des recherches dans d'autres livres aussi, comment t'éditer toi-même, et c'est ce que tu as fait. C'est quoi, l'opération consiste en quoi exactement? C'est beaucoup de travail. La première version de Noraneus ne s'appelait même pas Noraneus, ça s'appelait La prophétie des ancêtres. Celle-là, elle a été refusée par 22 maisons d'édition. Puis, suite à cette expérience-là, j'ai pris les choses en main. Puis, c'est comme ça que je suis devenue plus autodidacte. J'ai ouvert ma maison d'édition qui s'appelle les éditions Plume et Encrier. Puis, à partir de là, un long processus s'est engagé. J'ai tout fait moi-même, sauf la correction du français. J'ai engagé une professionnelle qui est Chantal Bordelot, qui travaille aussi pour d'autres maisons d'édition. Mais le graphisme, la mise en page, la préparation de tout ça, je l'ai fait. Puis je me suis trouvé un éditeur, bon, c'est un anglicisme, ça s'appelle un POD, c'est un print on demand. Ils vont imprimer la quantité que tu as besoin pour tes ventes, puis tout ça. Je peux en commander 20 ou 200 ou 400. Puis là, toi, t'en as fait faire 200, t'en as déjà vendu une centaine aux gens près de toi. Dis-moi, c'est une aventure qui te coûte combien à peu près d'impression? Ah, là, on parle, je suis rendue à 7 000 $ de frais. Et tu vends chaque roman combien? 21,95. OK, ce qui fait qu'en théorie, tu le fais pas pour l'argent. Pas vraiment. Est-ce que tu savais que le salaire moyen d'un écrivain au Québec est de 2500 $ par année? Je sais. Ce livre-là, il est à vendre ici, il est à vendre chez Jean Coutu de Passepébiac, au Musée acadien à Bonaventure. Je l'ai dans quelques pharmacies, pharmacie Jean Coutu à Gaspé. Puis aussi, on peut le retrouver sur Amazon. On peut le retrouver aussi en format numérique à peu près dans toutes les boutiques comme la FNAC, puis Indigo. Puis si on n'était pas dans une ère de web comme ça, si tu n'étais pas aussi apte à travailler avec le virtuel, tu ne serais pas capable d'avoir fait toute cette démarche-là? Non. Tu as travaillé beaucoup, oui. Tu as fait tes recherches là-dessus. Puis, oui. Bien, c'est ça, le virtuel, l'Internet m'a beaucoup aidée. Puisque si je serais restée bloquée au niveau de la publication traditionnelle, j'aurais jamais été capable. Je serais encore en train de faire de la comptabilité. J'en fais encore, c'est pas fini. Bien, de toute façon, il faut que tu aies la bosse comptable là, pour pouvoir faire tout ça. Là. Il a fallu que... j'ai un petit côté femme d'affaires, dans le fond. Là. C'est bien ça. La Fondation Santé Baie des Chaleurs couvre de Chigawake au plateau de la Matapédia, dont 5 CLSC, 3 centres d'hébergement, un centre de réadaptation et le centre jeunesse. Bien sûr, notre mission, c'est de répondre aux besoins en soins de santé de la population. Et qui est mieux placé pour les connaître, c'est l'établissement. Donc, nous, on s'arrime aux besoins de l'établissement, sans toutefois ignorer les opportunités au travers de ça, mais les besoins viennent de l'établissement et c'est à la suite d'une réunion d'un comité de priorité qui, par consensus, établit une liste d'équipements, de projets à réaliser. L'équité vient du fait de la priorité des besoins. Okay. Parce que l'utilisateur du CLSC à Matapédia vient aussi à l'hôpital. C'est vraiment les besoins vont avec... la réponse vient avec les besoins, là, partout sur le territoire, par priorité. Et puis, si je pouvais, un élément important, c'est que jamais on va financer un projet ou un équipement qui pourrait l'être autrement. Quand ça arrive à la Fondation, c'est qu'il n'y a vraiment pas d'autre moyen de financer. Le besoin est là. Et souvent, c'est relié à du développement, de l'ajout de services
parce qu'il y a des nouveaux besoins ou des changements technologiques que l'établissement n'est pas capable d'assumer ou n'a pas le budget d'assumer dans l'immédiat. Vous avez investi combien cette année? 262 500. Est-ce que c'est une bonne année? Est-ce que C'est notre année record. Ah, mais bravo. Oui. Mais c'est pas fini. On a des engagements. Au moment de terminer la dernière année financière, au mois de mars, on avait comme 600 000 d'engagement. Il faut travailler fort, là. C'est la nouvelle là, qui était aménagée ici, d'ailleurs grâce à un don d'une dame de Maria, Mme Deslauriers. Ça fait 4 ans, en fait, que ce projet-là était en marche. Et pour toutes sortes de difficultés techniques, a été remis et a pris du temps, mais aujourd'hui, on est d'autant plus fiers que ça soit complété et qu'elle est disponible pour les mamans et pour les familles et pour les nouveaux petits bébés. On a investi 100 000 $, mais le coût du projet s'élève à plusieurs centaines de milliers. Vous avez amélioré aussi l'espace pour les services donnés en fin de vie. Depuis le mois de juin, il y a 2 endroits où il y a des aménagements qui ont été réalisés pour l'amélioration des soins palliatifs, soit à New Carlisle et à Matapédia. On peut retrouver un espace, une chambre avec vraiment un aménagement paisible et serein avec des commodités pour que les personnes puissent passer du temps agréable avec leur famille. Et il y a aussi adjacent un endroit aussi pour les familles, même avec des chambres où ils puissent récupérer et passer certaines nuits avec les patients en fin de vie. En dermato, c'est la même histoire. Il y avait 2 ans d'attente pour les patients, jusqu'à 2 ans d'attente. À Chandler ou je crois que c'était à Rimouski aussi. Alors, on a accepté le projet, on a fait une levée de fonds, on a ramassé 250 000, autour de 230 000. Le 4 septembre, la dermatologue entrait en fonction ici. Puis en espace de 2 mois, elle avait éliminé la liste d'attente. Les dons viennent de toutes les sources, là. Il y a des grands donateurs qui nous supportent depuis des années et qui fait qu'on réalise des grands projets, mais il y a aussi l'ensemble de la population qui fournit chacun des dons peut-être plus modestes, mais qui finissent par constituer une base de revenus qui fait que la Fondation est toujours là. Vous faites des levées de fonds aussi? Oui, sur des projets précis, mais aussi pour appuyer la mission, la réponse aux besoins qui se présentent au fur et à mesure. Le vrai succès, c'est pas dans les montants qu'on ramasse puis les montants qu'on investit. C'est quand tous les jours on voit l'impact sur les gens, sur la population. Ça, c'est une vraie réussite. Samedi prochain, on organise un marché de Noël à la salle du Club Optimiste de Saint-Godefroy, de 9h à 19h. Venez voir la variété des cadeaux présentés. Les Chevaliers de Colomb de Caplan tiendront un déjeuner au profit de leurs œuvres dimanche prochain au centre communautaire de la dite municipalité. Bienvenue à tous. Le psychologue Bernard Nadeau viendra parler du sentiment d'attachement dans un café-rencontre organisé par la Maison de la Famille au Centre Bonaventure ce mercredi à 18h45. Une période de questions sera réservée. L'activité est gratuite. Finalement, c'est samedi prochain que l'ensemble vocal Tourelou présentera son spectacle Légende, accompagné de Claire Pelletier. Sous la direction de Guylaine Fournier, les choristes vous transporteront dans des univers près de celui de Noël. Cantiques et chants traditionnels s'élèveront dans la salle de spectacle de New Richmond. C'est samedi prochain à 20h. C'est ce qui met fin aux nouvelles d'ici. Merci d'être là et au plaisir de se tenir ensemble informés.